J'imagine que ces questions économiques seront à nouveau débattues dans la première table ronde dite des experts cet après-midi. Alors, il m'appartient d'évoquer la question juridique. Si j'ai une canne, c'est pas juste du tout pour jouer au Dr House, je vous dis tout de suite, c'est juste parce que j'ai un amago et que bon, je voulais quand même rester debout. Alors, je vais essayer d'être bref et je vais plutôt, comme François, être dans une démarche nationale, tout simplement parce que je connais mal, ou pour ainsi dire peu ou pas, les enjeux proprement bourguignons, et que l'intérêt de l'après-midi, c'est justement de les aborder avec des gens du cru. En revanche, la problématique de la valorisation du foncier de manière générale, surtout lorsque cela atteint des sommes considérées comme des sommes vertigineuses, pose pour le juriste, et sans doute pour le législateur demain, puisqu'on parle d'une prochaine loi foncière, des enjeux de transmission. C'est bien le cœur de notre sujet. Et la problématique essentielle, c'est toujours la même en réalité, lorsqu'on parle de transmission de l'entreprise agricole en général, c'est comment assurer la conservation des biens dans les familles. C'est vrai particulièrement en Bourgogne, où structurellement on est attaché à des petites structures familiales, mais de ce point de vue-là, et je rejoins là aussi François, peut-être que la spécificité bourguignonne est particulière parce que la problématique est renforcée, mais c'est une problématique générale. Les juristes aiment bien distinguer, en termes de mode de transmission, la transmission à titre gratuit et la transmission à titre onéreux. Elle est fondamentale pour nous parce qu'elle déclenche tout un tas de régimes juridiques, une fiscalité aussi particulière, des enjeux de plus-value également, qui sont des enjeux particuliers. Et je crois qu'elle recoupe aussi très largement des enjeux sociologiques qui nous intéressent ici. La transmission familiale d'un côté, transmission à titre gratuit, et la cession à un tiers. Et la cession à un tiers pose aussi la question de savoir quel tiers, quels investisseurs, et aussi d'une certaine manière, même si la SAFER peut être présente dans le cadre d'une transmission familiale ou le contrôle des structures également, tout de même, c'est plutôt dans le cadre d'une transmission à titre onéreux que l'opérateur foncier joue son rôle de régulation. Je dis l'opérateur foncier, j'y inclus également le contrôle des structures. Prenons le sujet d'abord du côté de la transmission à titre gratuit. Fondamentalement, quel est l'enjeu de la valorisation du foncier? L'enjeu, il est double. Il y a un enjeu, je dirais, économique, le juriste dirait civil, et puis il y a un enjeu fiscal. À un certain niveau, on peut se demander si on peut encore conserver ce patrimoine familial dans les familles, tout simplement. Alors, d'un point de vue civil, osons poser la question, est-ce que la loi civile est adaptée? Est-ce que notre code civil permet de sauvegarder le patrimoine des familles, des biens de famille, dans le cadre de nos transmissions? Est-ce qu'on peut avoir des outils juridiques, puisque le droit a d'abord aussi une fonction opératoire? Est-ce que nous avons des instruments juridiques qui nous permettent de conserver les biens dans les familles, on aurait dit autrefois? Je poserai la même question sous l'angle fiscal, toujours dans cette hypothèse de transmission à titre gratuit. Alors, d'un point de vue civil, je ne prétends pas, bien entendu, avoir raison, c'est un avis tout à fait personnel que je vous livre là. Je trouve que le législateur a fait beaucoup. Si on veut aller au-delà, il faudrait accepter de rompre totalement avec l'égalité successorale. Il faudrait sortir le patrimoine familial, parce que c'est un patrimoine d'entreprise, du droit des successions. Si on prend simplement le temps long, c'est-à-dire 2804 Code civil à aujourd'hui, on est passé, pour dire les choses de manière très schématique, à une égalité en nature, avec un portage individuel, conduisant d'ailleurs à la fin du XIXe siècle tout un courant qu'on a appelé le courant de la réforme de l'école sociale de Frédéric Leplay,
à l'idée que l'égalité en nature était une cause de dénatalité de la France, puisque ça aboutissait au morcellement des exploitations, et donc les familles agricoles auraient tout intérêt à n'avoir qu'un seul fils, un fils unique. On l'avait dit, l'Ancien Régime avait fait le fils aîné, le Code civil a fait le fils unique. Ça a une résonance législative très simple. En 1938, le Front populaire met en place l'égalité successorale en valeur et met en place l'attribution préférentielle, qui permet, je le rappelle, aux fils qui participent, fils ou filles, qui participent aux travaux sur l'exploitation, qui est donc compartageant dans les successions, de se voir attribuer en propriété l'exploitation, à charge de verser une soulte. Ça règle le problème de savoir qui transmet, qui est bénéficiaire de la transmission du patrimoine. Ça ne règle en rien la question économique. Il a fallu attendre des lois de 1980 pour qu'on crée quelque chose d'encore plus violent, l'attribution préférentielle en jouissance, obligeant dans les partages les frères et sœurs à se voir attribuer la propriété, à charge pour eux de conclure un bail à long terme au profit de l'héritier repreneur. Et ainsi, le tour était joué, on respecte l'égalité en valeur, même en nature, retour à l'égalité en nature, on leur attribue bien les terres, et on décharge l'héritier repreneur du coût économique de la transmission. Ce modèle, qui peut être imposé judiciairement en 1980, avait été préalablement initié, tout le monde sait ça ici, en 1970, par la fameuse création des GFA et des baux à long terme. Les GFA et les baux à long terme, ce n'est pas des raisons fiscales qu'on les fait, c'est avant tout pour une raison civile, c'est avant tout pour une raison économique, pour permettre à l'héritier repreneur de ne pas avoir à racheter à ses frères et sœurs la propriété agricole. On y a doublé ça d'un GFA familial, oui, et on sait aujourd'hui, avec le recul, que c'est une égalité de façade, que c'est un piège, une souricière, une opération de solidarité financière familiale, très souvent, qu'opèrent les frères et sœurs lorsqu'ils acceptent d'être attributaires de parts de GFA, si c'est en propriété, parce que très souvent ça sera en nue propriété, les parents se réservant l'usufruit. Et oui, il faut bien quand même avoir un peu de loyer pour compléter la faiblesse de la retraite que tu as évoquée. Tout ça est bien connu. J'ajouterai encore la loi du 23 juin 2006, que les notaires ici présents connaissent bien, qui permettent d'aller au-delà même de la quotité disponible quand on souhaite rompre l'égalité entre les enfants, en créant la RAR, la renonciation à l'action en réduction pour atteinte à la réserve. Est-ce qu'elle est vraiment pratiquée dans les transmissions familiales? J'en doute. Il y aurait peut-être une étude sociologique à réaliser en telle matière. En tout cas, il y a aujourd'hui des outils civils permettant d'avantager nettement l'enfant repreneur pour lui permettre de supporter le coût économique de la transmission. Je ne vois pas trop ce que l'on pourrait inventer, peut-être que certains pourront prendre la parole et qu'ils auront une idée, mais je ne vois pas comment on pourrait aller plus loin et ne pas sacrifier ce que l'on fait déjà, l'égalité successorale, sur l'autel de la sauvegarde de l'entreprise agricole. Même question d'un point de vue fiscal. Est-ce que la loi fiscale est adaptée? Ah, alors on a des outils, hein. On en a beaucoup. Mais à une telle valeur qui a été évoquée, on peut se demander si on peut encore imaginer que l'enfant repreneur pourra payer ces fameux droits de mutation à titre gratuit. Si certains ont des idées, je pense que c'est le moment. Nous avons le vice-président de la commission des lois, Didier Paris, qui nous écoute. La table ronde cet après-midi donnera lieu sans doute à des éléments. Je dirais qu'il y a quand même deux outils majeurs. Il y a ce que je viens d'évoquer, le fameux article 793 bis du Code général des impôts qui concerne l'exonération partielle des droits de mutation concernant les immeubles ruraux loués par bail à long terme. Bon, avec une loi de finances qui a augmenté, ici, vous le savez tous, le seuil de 101 000 € à 300 000 €. Et donc, on a une exonération de 3/4 jusqu'à 300 000 € et une exonération de 50% au-delà. Et puis, nous avons cette fameuse concurrence déloyale, on pourrait presque dire, du fameux pacte Dutreil, qui permet, lui, une exonération encore plus conséquente, puisque l'on ne taxe qu'à hauteur de 25% sans plafond. Ça conduit quand même, et il y a toujours
un jeu de va-et-vient entre le civil, l'économique quelque part, et le fiscal, ça conduit, on le sait tous ici, à ce que l'on loge parfois le foncier dans des structures d'exploitation et que l'on remet en cause le choix qui avait été fait en 1970 et 1980 de dissocier la propriété et la jouissance. Pourquoi pas? Il n'y a pas à avoir de vision monolithique en la matière. Peut-être que cela peut rendre service dans un certain nombre d'hypothèses. Simplement, je remarque, là c'est le civiliste qui parle, que si vous apportez, si vous logez le foncier dans une société d'exploitation, vous mettez toutes les représentations familiales dans la même structure sociétaire, avec tout ce que cela implique. Le montage qui est parfois pratiqué consiste à utiliser le montage dit recours à une holding. Alors, je voulais vous mettre ce petit montage au tableau. Donc ici, vous avez une société opérationnelle familiale. Ça pourrait être, par exemple, une SCEA. En tout cas, une société qui est susceptible d'accueillir en son sein une personne morale. Je dis ça aussi pour les opérateurs de régulation. L'objectif ici est toujours le même, c'est de transmettre le patrimoine. De transmettre le patrimoine d'exploitation ou le patrimoine foncier aux enfants. Donc les parents vont réaliser une donation-partage des titres de la société à charge de Soult au profit de l'ensemble de la cohérie familiale. L'enfant repreneur doit normalement payer la Soult. Et là encore, la valorisation du foncier rend impossible le paiement de la Soult. Donc l'idée qui est suggérée par les conseillers juridiques, fiscaux et autres conseillers patrimoniaux, c'est d'utiliser le montage avec une holding. Et en réalité, c'est la holding qui va payer la Soult en lieu et place de l'enfant repreneur. Comment? Par un prêt qui est fait à la banque. Fiscalement, c'est tout à fait intéressant, puisqu'en réalité, comment va être remboursé le prêt? Le prêt va être remboursé par les dividendes qui sont réalisés par la société et qui sont remontés à la holding, ce qui limite le coût fiscal au niveau de la société fille, et ce qui limite également le coût fiscal au niveau de la société mère, puisqu'au niveau de la société mère, seul un impôt sur les sociétés sera dû. On limite, je ne rentre pas dans le détail, mais on limite ici le coût au niveau de l'impôt sur le revenu et au niveau des cotisations sociales. Ce n'est pas miraculeux à un certain niveau, mais ici vous êtes dans une logique où vous avez ce que l'on appelle du LBO plus du pacte Dutreil, plus encore si les parents ont moins de 70 ans, puisqu'on est dans le cadre d'un pacte Dutreil, la possibilité de réaliser une donation avec une réduction de droits de 50%. Au final, vous pouvez faire beaucoup. Si en plus, avec la loi du 23 mars 2019, qui supprime toute homologation judiciaire pour le changement de régime, vous avez pris la peine en amont de changer de régime si les parcelles de vignes étaient propres et que vous les avez attribuées à la communauté, les parents pourront, dans un cas d'une transmission, bénéficier 2 fois des abattements. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus, si ce n'est peut-être, fiscalement, envisager, me semble-t-il, un alignement du dispositif en ce qui concerne les immeubles du pacte Dutreil sur les immeubles ruraux loués par bail à long terme. Parce qu'aujourd'hui, si on raisonne de manière purement fiscale, on est bien conduit, lorsque la valeur est extrêmement importante, à utiliser un peu de force, de manière forcée, ce type de montage. Et là, pour le coup, même l'augmentation du seuil de 101 000 € 897 à 300 000 € par la loi de finances ne suffit plus. J'en viens maintenant aux transmissions à titre onéreux. Quelques mots sur la transmission à titre onéreux. Au fond, la question qui est posée, c'est la question du portage. Quels sont ces investisseurs? Le droit rural permet depuis toujours, grâce surtout au statut du fermage et au bois à long terme, de dissocier, on l'a vu, la propriété et la jouissance,
Et ça ne doit pas être un tabou d'envisager une association du capital et du travail, permettant éventuellement à des investisseurs, on a évoqué tout à l'heure le GFV Saint-Vincent, je crois que Sarah l'a évoqué, mais il y en a d'autres, où on a du portage avec des investisseurs qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole, qui vont prendre en charge le foncier. Toute la question, c'est l'indépendance de l'agriculteur dans le cadre de ces opérations de portage. Et quand l'investisseur vient dans les sociétés d'exploitation et dirige l'entreprise, là, on peut s'interroger sur le modèle qui est défendu. Or, soyons clairs, le Code rural a été rédigé sans prendre en compte le droit des sociétés. Vous prenez le bail rural, c'est un immeuble qui est conclu à une personne physique, puis après on a fait de l'adaptation depuis les années 60. Vous prenez le contrôle des structures, il est défaillant sur la partie de transmission des parts de société. Dès que vous avez une prise de participation financière dans une structure sociétaire, vous n'avez pas de transfert d'activité. Et ce qui déclenche le contrôle des structures, c'est un transfert d'activité. Donc vous n'avez pas d'autorisation administrative d'exploiter à demander. En matière de SAFER, pas faire un dessin, mais les cessions de parts de société, sauf s'il s'agit d'une cession de 100% des parts de la société d'exploitation de cité foncière, ne sont pas soumises au droit de préemption de la SAFER. Ah si, il y a une information. Philippe de Ségonzac nous dira peut-être tout à l'heure si les SAFER sont, depuis le 1er janvier 2016, réellement informés de toutes les mutations de parts de société en France. Personnellement, j'en doute. Certes, il y a une sanction de 2% du montant des transactions, mais je crois entendre que très peu de sanctions ont été jusqu'à présent prononcées. Peut-être que ça va venir. En tout cas, on parle d'une prochaine loi foncière. On n'y coupera pas. On ne coupera pas à la nécessité de repenser de fond en comble notre code rural en prenant en compte le phénomène sociétaire et la nécessité de réguler le phénomène sociétaire. Parce que là, il y a 2 poids, 2 mesures. L'immeuble d'un côté hors cadre sociétaire où on a tout un tas de contrôles quand il est cédé à titre onéreux, et hors cadre sociétaire où tous les enjeux, tous les modèles peuvent se définir. Il n'y a pas de modèle en réalité. La preuve d'une politique foncière, c'est bien de définir un modèle. Mais le faire, me semble-t-il, et je terminerai par là, le faire, me semble-t-il, c'est quand même s'interroger justement sur le modèle. Qui est capable de définir aujourd'hui les objectifs de la politique foncière? On nous parle de la défense de l'exploitation agricole de type familial, mais de quelle famille parle-t-on? De l'activité des membres de la famille, participation directe et effective aux travaux. On nous dit que cette vision-là de l'activité familiale est en train de décliner. Quand on nous parle d'exploitation agricole de type familial, qu'est-ce qu'on veut dire? La défense de la propriété du capital dans les mains de la famille, de l'activité elle-même dans un cadre familial? Peut-être que l'on ne parle pas de la même chose lorsqu'on parle d'exploitation agricole de type familial aujourd'hui, lorsqu'on en parlait en 1960 ou en 1962. Il faudrait peut-être aussi qu'au niveau de l'opérateur foncier ou au niveau du contrôle des structures, on ait des objectifs beaucoup plus clairs. Si je suis très méchant, je dirais que le contrôle des structures est très largement défaillant, alors que pour autant on a un schéma directeur général des structures qui fixe des ordres de priorité. Et du côté des SAFER, les articles qui définissent les objectifs des SAFER sont tout de même extrêmement flous. Si vous prenez l'article L141-1 du Code rural, vous avez 4 finalités aux SAFER, mais ces finalités sont très très larges. Et le contrôle de l'action publique, ce qui se fait au regard de ce dispositif, est nécessairement compliqué à mettre en œuvre. Peut-être qu'il manque un document juridique en amont contraignant qui définisse réellement, tous ensemble justement, la politique foncière à définir en prenant en compte les 2 aspects, la propriété et l'activité. Une fois qu'on aura ce document, qui peut fixer des cadres au niveau national et au niveau local, on pourra envisager un contrôle plus efficient de l'opérateur. En ce qui concerne la cession des parts, j'avais déjà suggéré plusieurs fois, alors je le redis une dernière fois, que je crois que l'idée du droit de préemption, qui a été évoquée dans une loi de 2017, retoquée par le Conseil constitutionnel par 2 fois, l'idée d'ouvrir le droit de préemption des SAFER sur les cessions de parts de sociétés d'exploitation ou de sociétés foncières me paraît un très mauvais levier juridique. Pour une raison simple, évidente, c'est la question de l'affectio societatis. Imaginez que vous cédez 30% des parts d'un GAEC ou d'une EARL à un tiers.
la SAFER va préempter. Elle va devoir rétrocéder en mettant éventuellement un cahier des charges après un appel à candidature. Et cet associé va être imposé aux autres co-associés. Ça n'a pas beaucoup de sens. L'idée d'un permis d'exploiter ou d'une autorisation ou d'un agrément, peu importe le terme à utiliser, qui sera assorti d'un cahier des charges où on contrôlerait justement, comme ça a été évoqué déjà plusieurs fois, l'usage des biens au regard d'un document juridique clair, susceptible d'identifier pour respecter les droits subjectifs et les libertés individuelles de chacun, paraîtrait tout de même un schéma beaucoup plus acceptable. Voilà ce que je voulais vous dire sur une opinion toute personnelle de cette question importante qu'est la question de la transmission du patrimoine foncier agricole.